Sur les eaux calmes d'une rivière isolée, un homme d'affaires millionnaire promet à ses filles jumelles de 4 ans un voyage spécial qu'elles n'oublieront jamais. Les filles regardent avec curiosité leur père mettre à l'eau un vieux bateau qui prend l'eau. Ce qu'elles ignorent, c'est que cet homme froid compte bien se débarrasser d'elles pour toujours. Lorsqu'il les met dans le bateau et le pousse avec force dans le courant, les enfants rient d'abord. Mais lorsque l'eau commence à s'infiltrer par les trous et que leur père s'enfuit lâchement, les petits hurlent « Papa ! Papa !» mêlés à des cris de désespoir. C'est alors qu'un cheval blanc, broutant près de la rivière, fut témoin de toute cette cruauté et ressentit une urgence incommensurable. Voyant le bateau couler de plus en plus, il prit la décision la plus risquée de sa vie. Le silence matinal sur le fleuve São Miguel n'était troublé que par le doux murmure de l'eau courante. Tandis que le vrombissement profond d'un puissant moteur résonnait à travers les arbres, un luxueux pick-up noir apparut sur le chemin de terre, tirant une petite remorque qui oscillait sous le poids d'un vieux bateau usé. Ana Clara et Ana Luia, jumelles identiques de 4 ans, étaient assises à l'arrière du véhicule, leurs robes jaunes contrastant avec l'intérieur sombre. Elles balançaient leurs petites jambes, qui ne touchaient pas le sol, regardant par la fenêtre le paysage sauvage qui se déroulait autour d'elles. Leurs expressions étaient un mélange de curiosité et d'une légère appréhension qu'elles ne parvenaient pas à expliquer. « Papa, quand est-ce qu'on arrive ?» demanda Ana Clara, la plus bavarde des deux, tout en jouant avec une vieille poupée de chiffon. Ricardo Montero, un homme de 42 ans vêtu d'un costume impeccable, gardait les yeux fixés sur la route, ses doigts tambourinaient nerveusement sur le volant en cuir, contrastant avec son calme apparent. « On y est presque, mes princesses. Vous allez adorer le voyage que papa vous a préparé. » Ana Luia, la plus observatrice, fronça les sourcils. Quelque chose dans la voix de son père sonnait différemment, plus forcé que d'habitude. Elle tenait la main de sa sœur, un geste instinctif qu'elles faisaient toutes les deux dès qu'elles se sentaient en insécurité. L'homme d'affaires s'était réveillé avant l'aube, préparant chaque détail de la journée avec la précision qu'il appliquait à son entreprise. Pendant 2 semaines, il avait méticuleusement planifié chaque mouvement, chaque mot, chaque geste. Sa nouvelle épouse, Vivian, une mondaine exigeante qui refusait d'accepter le fardeau du passé, lui avait clairement fait comprendre, soit il réglerait la situation avec ses filles illégitimes, soit elle partirait, emportant avec elle non seulement son amour mais aussi les contacts sociaux essentiels à son entreprise. Le paysage environnant changea peu à peu. Les maisons citadines cédèrent la place à des fermes dispersées, puis à une forêt dense qui s'étendait jusqu'aux rives. L'odeur de la terre humide et de la végétation s'infiltrait par les fenêtres entr'ouvertes, apportant avec elle l'arôme sauvage de la nature. « Papa a apporté un petit bateau spécialement pour toi, » continua Ricardo, esquissant un sourire forcé qui n'atteignit pas ses yeux. « Tu pars pour un voyage que tu n'oublieras jamais. » Les filles échangèrent un regard. Il y avait quelque chose dans les paroles de leur père qui ne ressemblait pas à une promesse joyeuse, mais à quelque chose de plus sombre que leurs esprits d'enfants ne parvenaient pas à déchiffrer. Ana Clara serrait la poupée contre sa poitrine, tandis qu'Ana Luia se penchait pour murmurer à l'oreille de sa sœur « Je veux maman ». Cette remarque força Ricardo à serrer le volant plus fort. Marina, la mère des jumelles, se trouvait à des kilomètres de là, s'occupant de sa propre mère malade dans un autre état. Elle lui avait fait entièrement confiance lorsqu'il lui avait proposé de s'occuper de ses filles pendant quelques semaines. Si elle avait connu ses véritables intentions, elle ne lui aurait jamais confié ses filles. Finalement, le camion s'arrêta dans une clairière près de la rivière. L'endroit était isolé, entouré de vieux arbres qui formaient un écran d'intimité naturelle. Seule une simple maison était visible au loin, de l'autre côté de l'eau, où vivait un pêcheur solitaire que Ricardo avait rencontré quelques jours auparavant. « Nous sommes arrivés », annonça-t-il en coupant le moteur. Le silence soudain fut empli des sons de la nature, chants d'oiseaux, bourdonnements d'insectes et murmures réguliers du courant. Les filles sortirent de la voiture avec l'aide de leur père, leurs petits pieds touchant la terre molle de la berge. Elles regardèrent autour d'elles avec de grands yeux, émerveillées par l'immensité verte qui les entourait. C'était un monde complètement différent de tout ce qu'elles connaissaient. Ricardo commença à décharger le bateau de la remorque, ses mouvements calculés mais tendus. Le bateau était visiblement détérioré,
avec de la peinture écaillée et de petits trous masqués par des rustines improvisées qui, il le savait, ne dureraient pas longtemps. « Quel bateau laid, papa ?» observa Anna Clara, avec l'honnêteté brutale des enfants. « C'est un bateau spécial, » répondit-il en évitant le regard de ses filles. « Il va vous emmener dans une grande aventure. » Les mots résonnaient dans l'air du matin comme une prophétie inquiétante, tandis que les eaux calmes de la rivière continuaient leur flux éternel, inconscientes du drame humain sur le point de se dérouler sur ses rives. De l'autre côté de la rivière, Antonio Silva se réveilla au premier rayon du soleil qui perçait la fenêtre de sa modeste maison. À 53 ans, le pêcheur conservait la routine qu'il suivait depuis des décennies, se lever tôt, préparer un café noir bien serré et vérifier ses filets avant que les mouvements du jour n'effraient les poissons. Sa maison en bois, construite de ses propres mains il y a 20 ans, se trouvait à seulement 100 mètres du rivage. Elle était modeste mais chaleureuse, avec une véranda où il passait ses après-midi à réparer son matériel de pêche et à observer le mouvement de l'eau. Chaque planche, chaque clou, avait été posé avec amour et dévouement, faisant de cet endroit un véritable foyer. Ce qui rendait la vie d'Antonio si spéciale, ce n'était pas seulement la tranquillité de la rivière, mais aussi la compagnie de Trovao, un cheval blanc à la robe immaculée arrivé sur sa propriété 5 ans auparavant. L'animal semblait blessé et affamé, probablement échappé d'une ferme lointaine. Antonio l'a recueilli, a soigné ses blessures et, depuis, ils sont devenus des compagnons inséparables. Trovao n'était pas un cheval ordinaire, il possédait une intelligence extraordinaire qui impressionnait même les voisins les plus sceptiques. Il comprenait les ordres complexes, répondait à son propre nom et faisait preuve d'une sensibilité émotionnelle proche du surnaturel. Lorsqu'Antonio était triste, l'animal restait près de lui offrant sa présence silencieuse comme réconfort. Ce matin-là, alors qu'il préparait son premier repas de la journée, Antonio remarqua que Tonnerre était agité. Le cheval arpentait le petit pâturage, l'oreille attentive au son que le pêcheur ne percevait pas, comme s'il sentait quelque chose dans l'air. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon vieux ?» demanda Antonio en s'approchant du cheval et en lui caressant l'encolure. « Tu sens quelque chose ?» Le Tonnerre émit un faible hennissement, un son qui exprimait l'inquiétude. Ses yeux sombres se tournèrent vers la rivière et se posèrent sur la rive opposée, là où la végétation était la plus dense. Antonio suivit le regard de l'animal, mais ne vit rien d'autre que les arbres se balançant doucement dans la brise matinale. Leur relation allait au-delà de la simple cohabitation. Antonio avait perdu sa femme que Cessao 3 ans auparavant, victime d'une maladie que les ressources limitées de la région ne permettaient pas de combattre. Depuis, Trovao était devenu sa seule famille, comblant le vide laissé par la solitude par sa présence loyale et affectueuse. Contrairement aux chevaux de travail, Trovao n'avait jamais été monté pour des tâches pénibles. Antonio le traitait comme un égal, un ami qui méritait respect et affection. Ensemble, ils parcouraient les sentiers de la région, le pêcheur marchant à côté de l'animal tout en partageant ses pensées et ses préoccupations. « Tu sais, Tonnerre, parfois je me demande ce que ce serait si que Cessao était encore là, » murmura Antonio en brossant la crinière blanche du cheval. Elle avait toujours voulu avoir des enfants, mais c'était impossible. Elle disait que notre maison était trop grande pour 2 personnes. Le cheval resta immobile pendant ces instants, comme s'il comprenait la mélancolie de son compagnon. Une communication silencieuse s'établit entre eux, faite de gestes, de regards et d'une compréhension mutuelle qui se passait de mots. Mais ce matin-là, Tonnerre manifestait une agitation différente. Ce n'était pas l'agitation habituelle avant un orage, ni l'excitation qui précédait ses promenades matinales. C'était quelque chose de plus profond, de plus urgent. Antonio termina de préparer son café et sortit sur le balcon, regardant la rivière couler paisiblement sous la lumière dorée de l'aube. L'eau était calme, reflétant les nuages blancs qui flottaient lentement dans le ciel bleu. C'était une scène de paix absolue, qui contrastait avec l'agitation croissante de son compagnon. « Tu sens peut-être des visiteurs ?» commenta Antonio, essayant de rationaliser le comportement de l'animal. « Ça fait un bail que personne n'est venu ici. » Tonnerre secoua la tête, comme s'il désapprouvait l'explication. Ses sabots frappaient nerveusement le sol, tandis qu'il continuait de fixer le rivage lointain.
Le pêcheur savait qu'il devait se fier à l'instinct aiguisé de l'animal, car Tonnerre avait déjà fait preuve d'une perception bien au-delà de l'ordinaire. Le bruit lointain d'un moteur parvint aux oreilles d'Antonio, confirmant les soupçons du cheval. Quelqu'un s'approchait effectivement de la rivière, par l'autre rive, où il y avait peu de mouvement. Le pêcheur ajusta son chapeau de paille et décida d'observer discrètement qui pouvaient être ces visiteurs inattendus, sans imaginer qu'il allait assister au début d'une tragédie qui bouleverserait à jamais leur paisible existence. Ricardo tira le bateau jusqu'au rivage, ses précieuses chaussures de cuir s'enfonçant dans la boue humide de la berge. Les jumeaux observèrent avec curiosité, ne réalisant toujours pas la gravité du moment qui approchait. Anna Clara jouait avec quelques cailloux qu'elle trouvait sur le sol, tandis qu'Anna Luia restait plus proche de son père, son instinct enfantin détectant des signes de danger que son esprit ne pouvait pas interpréter. « Les filles, venez ici », appela Ricardo d'une voix joyeuse et forcée. « Préparons notre petit bateau pour cette balade spéciale. » Les enfants s'approchèrent, leurs pas légers et hésitants sur le sol accidenté du rivage. Le bateau devant eux était visiblement vieux et usé, la peinture bleue délavée s'était écaillée à plusieurs endroits, révélant le bois desséché en dessous. De petits trous étaient visibles dans la coque, certains remplis de morceaux de bois qui ne semblaient pas très solides. « Papa, le bateau est cassé », a observé Anna Luia, avec la sincérité typique des enfants. « Ce n'est pas cassé, ma fille. C'est juste rustique », mentit Ricardo, évitant le regard perçant de la jeune fille. 2 semaines plus tôt, il cherchait précisément un bateau dans cet état. Il trouva Antonio en train de réparer des filets devant chez lui et l'aborda en lui racontant qu'il était collectionneur de bateaux anciens. Il lui proposa un prix généreux pour le bateau délabré, expliquant qu'il souhaitait le restaurer pour son hobby. Antonio, bien que confus, accepta la transaction. Il utilisa l'argent pour acheter du matériel et réparer d'autres navires de la région, sans imaginer que ce bateau serait utilisé à des fins aussi sinistres. À présent, en regardant ces jeunes filles se tenir aux côtés du navire condamné, Ricardo ressentait une oppression qu'il tentait d'ignorer. Vivian avait été clair dans son ultimatum, soit il se libérait des liens de son passé, soit il perdrait non seulement son mariage, mais aussi les contacts sociaux essentiels à la prospérité de son empire commercial. « On monte dans le petit bateau » demanda Anna Clara, son innocence tranchant comme une lame le cœur déjà endurci de son père. « Bien sûr, princesse, mais papa doit d'abord expliquer le règlement de la sortie, » dit Ricardo en s'agenouillant à la hauteur des filles. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il redressait les robes jaunes de ses filles. Il avait délibérément choisi ces robes la veille, leur demandant de les porter car elles s'accordaient parfaitement avec le magnifique soleil du jour. Il savait d'ailleurs que leur couleur vive faciliterait la localisation des corps lorsque les autorités commenceraient leurs recherches. « Voilà le jeu », poursuivit-il d'une voix légèrement brisée. « Tu vas monter dans le petit bateau et faire un tour sur la rivière. Papa va pousser le bateau pour toi comme un jouet géant dans l'eau, et tu ne viens pas avec nous ?» demanda Anna Luia, l'air inquiet. « Papa doit rester ici sur terre et vous préparer d'autres surprises, » mentit Ricardo. « Mais vous êtes courageuse, n'est-ce pas? Vous adorerez ce voyage seul. » Les jumeaux échangèrent des regards incertains. Même s'ils n'avaient que 4 ans, les paroles de leur père semblaient étranges, ils faisaient toujours tout ensemble, mais jamais sans la surveillance d'un adulte. L'idée de se retrouver seuls dans un bateau sur l'eau les rendait inquiets. « Nous ne voulons pas y aller seuls, » dit Anna Clara en tenant la main de sa sœur. « Nous voulons rester avec papa, » a ajouté Anna Luia. Ricardo ressentit une pointe de quelque chose qui aurait pu être du remords, mais la voix de Vivian résonna dans son esprit. « Choisis, Ricardo, soit eux, soit je ne peux pas prétendre accepter tes salauds pour toujours. » « Les filles, papa promet que ce sera amusant, » insista-t-il en portant Anna Clara dans ses bras et en la plaçant à l'intérieur du bateau. « Regarde, il y a même un petit espace confortable pour t'asseoir. » Anna Luia laissa à contre-cœur son père la placer à côté de sa sœur. Elles se blottirent l'une contre l'autre, leurs grands yeux effrayés scrutant l'eau autour du bateau. « Maintenant, accrochez-vous bien au bord, » ordonna Ricardo, en commençant à pousser le bateau loin du rivage. « Souvenez-vous, vous êtes les filles les plus courageuses du monde. » Ces mots sonnaient comme un dernier adieu,
chargé d'une émotion qu'il essayait désespérément de réprimer, alors que le bateau qui prenait l'eau commençait son voyage fatal en aval. Le bateau glissait doucement sur les eaux calmes, s'éloignant du rivage avec une tranquillité trompeuse. Anna Clara et Ana Luisa, ne comprenant toujours pas le danger réel de la situation, frappaient des mains et riaient en sentant le mouvement du bateau sur l'eau. Pour elles, tout cela ressemblait à un autre jeu, comme leur père l'avait promis. « Regarde, Anna Clara, nous volons sur l'eau » s'exclama Ana Luisa en montrant les petits tourbillons qui se formaient autour du bateau. « C'est comme si nous étions des sirènes » répondit la sœur en se penchant en avant pour toucher la surface liquide avec ses petits doigts. Ricardo se tenait sur le rivage, regardant ses filles s'éloigner. Sa respiration était saccadée et il essuyait sans cesse la sueur de ses mains sur le tissu coûteux de son pantalon. Une petite part de sa conscience lui hurlait de courir après le bateau, mais il se força à rester immobile. « Papa, papa, regarde comme c'est amusant » s'écria Anna Clara en saluant énergiquement son père. L'homme lui répondit par un signe de la main, mais son sourire était forcé et son regard trahissait une angoisse qu'il tentait désespérément de dissimuler. Chaque cri de joie des filles lui transperçait la poitrine, mais il se souvenait des paroles dures de Vivian, « Ce sont des obstacles, Ricardo, des obstacles qui nous empêchent d'être pleinement heureux. » Alors que le bateau s'éloignait du rivage, le courant de la rivière commença à exercer sa force silencieuse. Ce qui semblait être de l'eau stagnante à la surface cachait un puissant courant sous-jacent qui attirait tout objet vers la partie la plus profonde du chenal. Ricardo le savait, il avait soigneusement étudié la géographie locale pendant ces 2 semaines de planification. Au début, les jumelles ne se rendaient pas compte qu'elles étaient emportées par le courant. Elles continuaient à jouer, inventant des histoires imaginaires de poissons rouges et de châteaux sous-marins. Ana Luisa fredonnait une chanson que sa mère chantait avant de dormir, tandis qu'Anna Clara essayait de pêcher avec ses petites mains. C'est Ana Luisa qui a remarqué la première que quelque chose n'allait pas. « Anna Clara, pourquoi papa devient-il si petit ?» demanda-t-elle en désignant la silhouette lointaine de Ricardo sur le rivage. Anna Clara se retourna et vit qu'ils étaient effectivement très loin de la terre. Soudain, le jeu ne lui parut plus aussi amusant. « Papa, reviens ici !» cria-t-il, commençant à ressentir les premiers signes de peur. « On veut rentrer, papa !» intervint Ana Luisa, la voix affolée. Ricardo, même de loin, entendait les cris de ses filles passer de la joie au désespoir. Il serra les poings, s'efforçant de ne pas réagir. « C'est pour le bien de tous » murmura-t-il pour lui-même, répétant les mots que Vivian avait plantés dans son esprit. Sur le bateau, les filles ont commencé à remarquer que leurs pieds étaient mouillés. Anna Clara a baissé les yeux et a vu de petites flaques d'eau se former au fond du bateau. « Ana Luisa, il y a de l'eau qui arrive !» s'exclama-t-elle, sa voix révélant une panique croissante. « Le bateau se remplit !» cria Ana Luisa en essayant de faire sortir l'eau avec ses petites mains. Les trous dans la coque, que Ricardo avait remarqués mais qu'il avait volontairement ignorés, commençaient à laisser l'eau s'infiltrer. À mesure que la pression augmentait, ce qui n'était que de petits filets dans les eaux peu profondes se transformaient en ruisseaux réguliers lorsque le bateau atteignait des eaux plus profondes. Les jumeaux essayèrent de boucher les trous avec leurs mains, mais c'était impossible, pour chaque trou qu'ils parvenaient à couvrir, 2 autres laissaient entrer plus d'eau. Leurs robes jaunes étaient trempées et le poids de l'eau les empêchait de se déplacer. « Papa, papa, à l'aide !» crièrent-ils à l'unisson, leur voix résonnant de l'autre côté de la rivière. Ricardo, sur la rive, entendit les cris désespérés, mais il tourna le dos et marcha vers le camion. Chaque pas était une lutte contre son instinct paternel, mais il se força à continuer. « Je ne peux pas regarder en arrière » murmura-t-il. « Si je regarde, je ne pourrai pas partir. » Dans le bateau, le niveau de l'eau montait rapidement. Les filles se serraient dans les bras, tremblantes de froid et de terreur. Anna Clara pleurait abondamment, tandis qu'Ana Luisa essayait de faire preuve de courage, mais ses larmes commençaient à couler, elles aussi. « Je veux maman » sanglota Anna Clara. « Moi aussi je veux maman » répondit Ana Luisa en serrant sa sœur contre elle. Le courant les emportait toujours plus loin, vers un coude de la rivière où la végétation devenait plus dense et plus sauvage. Le bateau,
maintenant rempli de près de 10 centimètres d'eau, tanguait dangereusement à chaque mouvement des enfants terrifiés. De l'autre côté de la rivière, Tonnerre s'était mis à galoper nerveusement le long de la berge, ses hennissements sonores fendant l'air matinal. Le cheval avait assisté à toute la scène, et son agitation extrême avait fini par attirer l'attention d'Antonio, qui s'était précipité hors de la maison pour voir ce qui perturbait tant son compagnon. Ce que le pêcheur vit en arrivant sur le rivage le laissa horrifié. Antonio courut vers la rive, suivant les hennissements désespérés de Tonnerre. Deux jeunes enfants dans une barque visiblement en train de couler, emportés par le courant, leurs appels à l'aide résonnèrent sur l'eau, mais aucun signe de l'adulte responsable. « Mon Dieu du ciel !» s'écria le pêcheur en passant ses mains dans ses cheveux gris. « D'où viennent ces enfants ?» Le Tonnerre galopait le long du rivage, visiblement agité. Le cheval hennissait bruyamment, comme pour communiquer avec les filles à distance, ou peut-être pour alerter son maître de l'urgence de la situation. Ses yeux sombres étaient fixés sur le bateau qui s'éloignait rapidement. Antonio regarda autour de lui, cherchant un adulte responsable des enfants. De l'autre côté de la rivière, il aperçut une silhouette masculine se dirigeant vers un véhicule, mais la distance était trop grande pour être certain d'un quelconque lien avec les fillettes en danger. Cria Antonio en agitant les bras pour attirer l'attention de l'homme au loin. Il y a des enfants dans la rivière. Ricardo entendit vaguement le cri, mais il ne se retourna pas, ses pas accélérèrent vers le camion. De toutes ses forces, il résistait à l'envie de regarder en arrière. Il savait que s'il revoyait ses filles une dernière fois, il ne pourrait pas mettre son terrible plan à exécution. Sur la rivière, la situation des jumeaux se détériorait rapidement. L'eau leur arrivait déjà aux genoux et ils ne pouvaient plus se tenir debout. Assis à l'arrière, serrés l'un contre l'autre, ils continuaient à crier à l'aide de leurs voix enfantines de plus en plus faibles. « Ana Luia, j'ai tellement peur », gémit Ana Clara, ses petites dents claquant à cause du froid. « Moi aussi, mais il faut être courageux », répondit la sœur en essayant de rester calme malgré la terreur qu'elle ressentait. « Quelqu'un va nous aider. » Thunder, remarquant que son propriétaire semblait hésitant ou confus sur ce qu'il devait faire, prit une décision qui surprit même Antonio. Le cheval se dirigea directement vers l'arrivée, sans aucune hésitation, plongea dans les eaux de la rivière. « Tonnerre, non !» cria Antonio alarmé. « Le courant est très fort. » Mais le cheval nageait déjà avec détermination vers le bateau en perdition. Ses sabots puissants fendaient l'eau avec efficacité, et sa tête blanche restait haute, concentrée sur son objectif. On aurait dit que l'animal comprenait parfaitement la gravité de la situation et avait décidé d'agir face à l'échec des humains. Antonio hésitait entre suivre Tonnerre pour l'aider ou courir chercher son propre canot. Le bateau se trouvait de l'autre côté de sa propriété, et le temps qu'il lui faudrait pour le récupérer pourrait être crucial. Il décida de faire confiance à l'instinct de son compagnon et courut chercher le canot. Pendant ce temps, les filles sur le bateau remarquèrent le cheval blanc qui approchait. Au début, elles furent encore plus effrayées, c'était un grand animal inconnu qui s'approchait d'elles. Mais quelque chose dans le regard doux de Tonnerre les rassura instinctivement. « Regarde, Ana Clara, un cheval dans l'eau !» s'exclama Ana Luia, oubliant momentanément sa peur. « Il est beau !» murmura Ana Clara en tendant sa petite main vers l'animal qui s'approchait. Le Tonnerre atteignit le bateau lorsque l'eau à l'intérieur atteignit un niveau dangereux. Avec une intelligence qui tenait du miracle, le cheval se positionna à côté du bateau et commença à le pousser du museau vers la rive la plus proche. Les filles sentirent le bateau changer de direction et comprirent que le cheval essayait de les sauver. Elles s'accrochèrent au flanc du bateau tandis que Tonnerre utilisait toute sa force pour lutter contre le courant. « Le petit cheval nous aide !» cria Ana Clara, une étincelle d'espoir illuminant ses yeux effrayés. « C'est un cheval héros !» approuva Ana Luia en caressant le cou humide de l'animal. Alors qu'il s'approchait du bord du bateau, Antonio, revenant en courant, son canoë sur les épaules, vit un spectacle extraordinaire. Son cheval avait réussi à stopper le mouvement du bateau vers l'aval et le pousser lentement vers la rive. Ce fut un spectacle de courage et de détermination qui le laissa profondément ému. « C'est ça, mon vieux. Amène-les ici. »
cria le pêcheur en mettant son canot à l'eau pour se joindre au secours. De l'autre côté de la rivière, Ricardo démarra enfin le moteur du camion. Le bruit du moteur couvrit les derniers cris de ses filles, lui permettant de partir sans savoir si son plan avait fonctionné. En s'éloignant, une larme coula sur son visage, mais il l'essuya rapidement. « C'est pour le bien de tous », répéta-t-il comme un mantra en appuyant sur l'accélérateur. Mais Thunder avait d'autres plans pour ses deux petites vies, et sa détermination héroïque était sur le point de transformer une certaine tragédie en un miracle de survie. Le tonnerre luttait contre le courant avec une détermination qui impressionnait même Antonio, qui connaissait bien la force et l'intelligence de son compagnon. Le cheval se positionna stratégiquement près du bateau en train de couler, utilisant son corps comme une barrière contre la force de l'eau, tout en poussant le navire vers la rive. Les jumeaux, toujours blottis l'un contre l'autre au fond du bateau trempé, observaient avec fascination le dévouement de l'animal. Ana Clara tendit sa petite main pour toucher la crinière mouillée de Trovao, tandis qu'Ana lui a murmuré des mots d'encouragement, comme si le cheval les comprenait. « Allez, joli petit cheval, tu peux le faire !» murmura Ana Luia, la voix faible mais pleine d'espoir. Antonio pagayait furieusement dans son canoë, s'approchant du groupe. Ses mains expertes fendaient l'eau avec précision, ses muscles brûlant sous l'effort, mais animés d'une urgence démesurée. 20, 15, 10, tenez-vous bien, les filles, j'arrive. Cria le pêcheur, la voix pleine de détermination. Lorsqu'il atteignit enfin le bateau, Antonio vit de près l'état des enfants, trempés, tremblant de froid et de terreur, mais miraculeusement vivants. Leurs robes jaunes collaient à leurs petits corps, et leurs grands yeux exprimaient un mélange de peur et de soulagement de voir enfin un adulte venir à leur secours. « N'aie pas peur, je vais te sortir de là, » dit Antonio d'une voix douce, en tendant les bras pour attraper Ana Clara en premier. La jeune fille hésita un instant, son regard passant de sa sœur à l'étranger qui lui proposait son aide, mais quelque chose dans le visage bienveillant du pêcheur la rassura. Elle le laissa la prendre dans ses bras et la transporter dans son canoë sécurisé. « Maintenant, petite, » dit Antonio à Ana Luia, qui s'accrochait au bord du bateau presque complètement submergé. « Et le petit cheval ?» demanda Ana Luia, inquiète pour Trovao, qui était encore dans l'eau à côté d'eux. « C'est un excellent nageur, ne vous inquiétez pas, » rassura Antonio, tirant également la deuxième fille vers la sécurité de son bateau. Les deux enfants enfin sains et saufs, Antonio pagaya rapidement vers le rivage, suivi de près par Thunder, qui nageait à côté du canoë tel un gardien vigilant. Le bateau qui prenait l'eau succomba complètement, disparaissant sous la surface dans un dernier gargouillement qui marqua la fin de la tentative de meurtre de Ricardo. Lorsqu'ils atteignirent la terre ferme, Antonio sortit les filles de l'eau et les déposa sur l'herbe douce du rivage. Elles s'étreignirent aussitôt, tremblant violemment de froid et de choc. Tonnerre sortit de l'eau, secouant sa crinière blanche, et s'approcha des enfants, comme pour vérifier personnellement qu'ils allaient bien. « Vous êtes en sécurité maintenant ?» dit Antonio en enlevant sa chemise sèche pour envelopper les filles dedans. « Mais dis-moi, où sont tes parents? Qui t'a amené ici ?» Ana Clara et Ana Luia se regardèrent, leurs esprits enfantins essayant de comprendre ce qui s'était passé. L'expérience traumatisante avait été trop confuse pour qu'elle puisse l'expliquer clairement. « Papa nous a amenés, » dit Ana Clara d'une petite voix. « Il a dit que ce serait amusant, » ajouta Ana Luia en recommençant à pleurer. « Et où est ton papa maintenant ?» demanda Antonio en regardant autour de lui et en remarquant qu'il n'y avait aucun adulte dans les environs. « Il est parti, » répondit Ana Clara en désignant vaguement la direction où ils avaient vu Ricardo pour la dernière fois. « Il est parti et t'a laissé seul sur le bateau ?» demanda Antonio, un terrible soupçon naissant dans son esprit. Les filles ressentaient le poids de la question, leurs yeux écarquillés s'emplissaient de confusion et de douleur. Elles ne comprenaient pas pourquoi leur père était parti, pourquoi il les avait laissés seuls dans une barque qui se remplissait d'eau. Pour leurs esprits innocents, c'était peut-être une farce qui avait mal tourné. Antonio sentit la colère monter en lui, car il ne pourrait jamais être un père potentiel, l'idée que quelqu'un abandonne de jeunes enfants dans une situation aussi dangereuse le révoltait profondément. Mais il devait d'abord s'occuper des filles, visiblement sous le choc. « Rentrons à la maison, » dit-il doucement en soulevant Ana Clara,
tandis qu'Analuia s'accrochait à sa jambe. « Je vais te préparer quelque chose de chaud à boire et sécher tes vêtements. » Thunder le suivait en silence, touchant de temps en temps les filles, comme s'il savait que ce jour-là, il avait été plus qu'un simple cheval, il avait été un véritable héros. En les caressant doucement, comme pour les réconforter, le cheval semblait comprendre qu'il avait sauvé 2 vies précieuses, et sa posture démontrait une fierté silencieuse mêlée de tendresse protectrice. Alors qu'il marchait vers la modeste maison d'Antonio, le pêcheur ne cessait de penser à la situation, 2 jeunes enfants, abandonnés dans une embarcation qui prenait l'eau par quelqu'un censé les protéger. Le soupçon qui grandissait dans son esprit était si terrible qu'il préférait ne pas y croire, mais la preuve était là, humide et tremblante dans ses bras. Quelqu'un avait tenté de tuer ces 2 petits anges, et seule l'intervention miraculeuse de Thunder avait empêché une tragédie irréversible. Dans la maison douillette d'Antonio, les jumeaux étaient enveloppés dans des serviettes chaudes et buvaient le chousse que le pêcheur avait préparé avec amour. Trovao était allongé près de la cheminée, les yeux fixés sur les filles qu'il avait sauvées. C'était comme si le cheval avait endossé le rôle de gardien permanent d'Anna Clara et d'Analuia. Les filles commencèrent à se sentir à l'aise dans la chaleur et la sécurité de cette maison simple. Les murs en bois, décorés de photos d'Antonio et de sa défunte épouse, créaient une atmosphère chaleureuse qui les apaisait. La douceur du pêcheur leur donnait un sentiment de protection. « Comment vous appelez-vous, petit » demanda Antonio en s'asseyant sur une chaise basse pour être à leur hauteur. « Je suis Anna Clara » dit la première en se désignant elle-même. « Et je suis Analuia » compléta le deuxième en affichant un sourire timide. Anna Clara et Analuia répéta Antonio en mémorisant les noms. « Et quel est votre nom de famille ?»« Votre nom de famille. » Les filles se regardèrent, perplexes. À seulement 4 ans, la notion de nom de famille était encore floue pour elles, elles connaissaient leurs prénoms, mais pour une identification complète, elles dépendaient toujours des adultes. « Nous ne savons pas » a admis Anna Clara en haussant ses petites épaules. Antonio a essayé une approche différente. « Et ton père s'appelle comment ? Comment l'appelles-tu ? » « Papa » répondirent-ils tous les 2, à l'unisson, comme si c'était évident. Le pêcheur soupira, réalisant qu'il serait difficile d'obtenir des informations précises de la part d'enfants aussi jeunes. Mais quelque chose le troublait profondément dans toute cette situation, et il décida d'essayer de mieux comprendre ce qui s'était passé. « Parle-moi de la sortie d'aujourd'hui, » dit-il doucement. « Ton père t'a dit quelque chose de spécial ?» Analuia fronça les sourcils, se concentrant pour se souvenir. « Il a dit que ce serait un voyage que nous n'oublierions jamais et que le petit bateau nous emmènerait dans une grande aventure. »« Il est monté sur le bateau avec toi ?» demanda Antonio, bien qu'il se doutât déjà de la réponse. « Non » dit Analuia en secouant la tête. « Il dit qu'il devait rester à terre pour organiser des surprises, puis il poussa le bateau loin de la terre. » Anna Clara continua, sa voix devenant plus basse à mesure qu'elle se souvenait. Antonio sentit un frisson lui glacer le ventre à chaque détail révélé par les filles, la terrible vérité devenait plus évidente. Cet homme avait délibérément abandonné ces jeunes filles sur un bateau qu'il savait percer. Ce n'était pas un accident, c'était une tentative de meurtre. « Et papa est resté là-bas sur terre quand tu es parti ?» insista Antonio, ayant besoin de confirmer ses soupçons. « Il l'a fait » a confirmé Analuia. « Nous l'avons appelé, mais il n'est pas venu. Il est parti dans la grosse voiture. » Ces paroles innocentes révélèrent la monstruosité de l'acte de son père. Antonio se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre pour contenir sa colère grandissante. Comment pouvait-on faire cela à ses propres filles, des enfants si jeunes, si sans défense, qui faisaient aveuglément confiance à leur père, censé les protéger par-dessus tout ? Tonnerre leva la tête, sentant l'agitation de son maître. Le cheval s'approcha d'Antonio et lui toucha doucement l'épaule du museau, comme pour le réconforter ou lui rappeler qu'il avait réussi à sauver les filles. « Il était temps, tu as bien fait, vieil homme » murmura Antonio en caressant l'encolure du cheval. « Si ce n'était pas pour toi. » Il ne pouvait pas terminer sa phrase, l'idée de ce qui s'était passé était trop terrible à envisager. À ce moment-là, Antonio prit une décision qui allait changer sa vie à jamais.
Il ne pouvait pas simplement remettre ses enfants à un homme qui avait tenté de les tuer. Il devait les protéger, mais il avait aussi besoin d'aide pour gérer une situation juridique aussi complexe. Les filles, dit-il en se tournant vers elle avec détermination, vous allez rester ici avec moi pour l'instant, d'accord? Le temps que je trouve quelqu'un dans votre famille qui puisse prendre soin de vous. Et Thunder restera aussi? Demanda Anna Clara en tendant la main au cheval. Bien sûr, répondit Antonio en souriant pour la première fois depuis le sauvetage. Thunder est ton héros. Il sera toujours là pour te protéger. Les jumeaux échangèrent des regards et sourires, se sentant en sécurité pour la première fois depuis qu'ils avaient été placés sur le bateau qui prenait l'eau. Ils ne comprenaient pas vraiment ce qui s'était passé, mais ils savaient instinctivement qu'ils étaient en sécurité. Antonio, quant à lui, savait que les difficultés ne faisaient que commencer. Quelque part, un homme dangereux croyait s'être débarrassé de ses filles pour toujours. Et lorsqu'il découvrirait qu'elles avaient survécu, il tenterait sûrement une solution plus radicale. Le pêcheur regarda les deux filles qui somnolaient sur le canapé, enlacées par le regard vigilant de Tonnerre. Il était devenu, sans le vouloir, le gardien de deux vies précieuses, prêt à combattre quiconque tenterait de les blesser à nouveau. La bataille pour la vie et la sécurité d'Anna Clara et d'Anna Luia ne faisait que commencer. 3 jours s'étaient écoulés depuis le sauvetage, et la paisible routine d'Antonio avait complètement changé. Les jumeaux avaient insufflé une nouvelle vie à sa maison silencieuse, la remplissant de rires enfantins et de questions curieuses sur tout ce qui les entourait. Anna Clara et Anna Luia s'étaient rapidement adaptées à la douce présence du pêcheur et à la compagnie protectrice de Trovao. Durant ces jours, Antonio tenta discrètement d'obtenir plus d'informations sur l'identité des filles, mais en vain, elles ne connaissaient que leur prénom et parlaient vaguement d'une mère éloignée. Le pêcheur envisagea de contacter les autorités locales, mais hésita, craignant que les enfants ne soient rendus à l'homme qui avait tenté de les tuer. Un jeudi matin, alors qu'il préparait le petit déjeuner pour les filles, Antonio entendit au loin le bruit de moteur qui approchait. Il était inhabituel qu'il y ait du mouvement dans cette zone isolée, surtout si tôt le matin. Thunder, qui broutait près de la maison, leva brusquement la tête, tendant l'oreille pour entendre le bruit. Les filles, restez à l'intérieur et jouez, ordonna Antonio en essayant de garder une voix calme. Ne quittez pas la maison, d'accord? Anna Clara et Anna Luia, qui jouaient avec des jouets improvisés par Antonio, acquiescèrent docilement. Ces derniers jours, elles avaient appris à faire entièrement confiance aux gentils pêcheurs qui les avaient accueillis. Antonio sortit sur le porche et vit 2 pick-up noirs s'approcher sur le chemin de terre. Ces véhicules étaient coûteux et dépareillés par la simplicité rurale de la région. Lorsqu'ils s'arrêtèrent devant sa propriété, 4 hommes en sortirent, tous vêtus de vêtements urbains et l'air sérieux. Thunder galopa immédiatement vers Antonio, se positionnant entre son propriétaire et les visiteurs indésirables. Le cheval était visiblement agité, comme s'il sentait le danger. « Bonjour », dit l'homme qui semblait mener le groupe, un homme grand et mince portant des lunettes noires. Nous recherchons 2 enfants qui se sont perdus dans le coin il y a quelques jours. Antonio sentit son cœur s'emballer, mais il garda une expression neutre. Des enfants perdus? Je n'ai vu aucun enfant par ici. 2 jumelles, d'environ 4 ans, continua l'homme, observant la réaction d'Antonio. Elles étaient en bateau avec leur père et se sont perdues dans la rivière. La famille est désespérée par cette tragédie. Comme je l'ai dit, je n'ai vu aucun enfant, répéta Antonio en choisissant ses mots avec soin. Cette région est très isolée. L'un des autres hommes s'est approché, sa posture intimidante. Monsieur, nous avons des informations selon lesquelles quelqu'un les aurait aperçus près de la rivière ces derniers jours. Serait-il possible que nous puissions inspecter votre propriété? Antonio sentit une goutte de sueur perler dans son dos. Ces hommes ne ressemblaient ni à des policiers ni à des pompiers en mission d'enquête, il y avait quelque chose de sinistre dans leur attitude, quelque chose qui confirmait ses pires soupçons quant à leurs véritables intentions envers les filles. Je n'ai rien à cacher, dit-il pour gagner du temps, mais je n'aime pas non plus que des inconnus envahissent ma propriété sans autorisation officielle. Avez-vous une pièce d'identité? Le chef du groupe sourit froidement. Nous sommes des détectives privés engagés par la famille.
Nous n'avons pas besoin d'autorisation officielle pour poser des questions. Thunder se mit à marcher nerveusement, ses sabots frappant le sol de manière arythmique. Visiblement, le cheval n'appréciait pas ces hommes, et son agitation s'intensifiait. « Regardez-moi ça », dit un autre homme en désignant le cheval, « quel bel animal ! Je parie qu'il connaît bien la région, n'est-ce pas? Les chevaux ont une excellente mémoire. » La menace implicite dans la remarque n'a pas échappé à Antonio, il sous-entendait qu'il savait que Thunder avait été témoin de quelque chose d'important. « Mon cheval n'est qu'un animal de compagnie », répondit fermement Antonio. « Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail. » Il se tourna pour entrer dans la maison, mais le chef du groupe l'appela à nouveau. « Monsieur, je suis sûr que vous comprenez la gravité de la situation. Deux jeunes enfants perdus dans une zone dangereuse comme celle-ci, la moindre information, aussi infime soit-elle, pourrait leur sauver la vie. » Antonio s'arrêta à la porte, sentant le regard des hommes sur lui. À l'intérieur, il entendait les murmures d'Anna Clara et d'Anna Luia, qui avaient probablement remarqué la tension dans les voix des adultes. « Si j'étais au courant de quelque chose concernant des enfants disparus, dit-il lentement, je le signalerais certainement aux autorités compétentes, les pompiers, la police, les vraies personnes chargées de retrouver les enfants disparus. » Le silence qui suivit fut tendu et empli de menaces inexprimées. Antonio sentit que ces hommes n'étaient pas ce qu'ils semblaient être, et leur présence confirmait que les jumeaux étaient en danger de mort. « Très bien, » dit finalement le chef en remettant ses lunettes de soleil. « Mais nous resterons dans le coin encore quelques jours. Si vous vous souvenez de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous le faire savoir. » Ils retournèrent à leur véhicule, mais avant de partir, le dernier homme se retourna et regarda directement la fenêtre de la maison, où une petite ombre s'était rapidement déplacée derrière le rideau. Antonio remarqua ce regard et ressentit un frisson, ils avaient deviné la présence des filles, et ce n'était plus qu'une question de temps avant qu'elles ne reviennent avec un plan plus agressif. Lorsque les véhicules s'éloignèrent enfin, soulevant un nuage de poussière sur la route, Antonio entra rapidement dans la maison. Anna Clara et Anna Luia l'attendaient, inquiètes. « Qui étaient les méchants ?» demanda Anna Luia, qui avait regardé par la fenêtre. La question innocente confirma les pires craintes d'Antonio, même si elles étaient si jeunes, les filles avaient instinctivement identifié ces hommes comme une menace. À 300 kilomètres de là, Marina Santos était assise près du lit d'hôpital de sa mère lorsque son téléphone sonna pour la 10e fois de la journée. Le nom de Ricardo s'affichait à l'écran, mais elle avait décidé de ne plus répondre à ses appels. Ces 3 derniers jours, il était devenu étrangement insistant, l'interrogeant constamment sur ses projets de retour. « Marina, tu dois répondre à cet appel, » dit sa sœur Carla, venue aider sa mère. « Il appelle depuis hier, il pourrait s'agir de quelque chose d'important concernant les filles. » Marina soupira et répondit finalement au téléphone. « Salut Ricardo. Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt, mais la situation est compliquée. » Marina, la voix de Ricardo semblait désespérée, presque hystérique, « Tu dois rentrer maintenant. Quelque chose de terrible est arrivé aux filles. » Le sang de Marina se glaça. « Que veux-tu dire? Qu'est-il arrivé à Anna Clara et Anna Luia? Est-ce qu'elles se sont perdues? » balbutia-t-il. « Je les ai emmenées faire un tour sur la rivière et il y a eu un accident. Le bateau a chaviré et ils ont disparu dans l'eau. » Marina sentit le monde tourner autour d'elle. Ses jambes s'affaiblirent et elle dut s'adosser à sa chaise. « Comment ça, ils ont disparu? Où étais-tu? Pourquoi n'étais-tu pas avec eux sur le bateau? » J'étais sur le rivage en train de préparer d'autres choses. Mentit Ricardo. Son histoire répétée sonnait faux. C'était si rapide, continua-t-elle d'une voix tremblante. Le bateau s'est éloigné, et avant même que je m'en aperçoive, tu avais laissé 2 enfants de 4 ans seuls. La voix de Marina monta d'un ton, attirant l'attention des autres membres de la famille dans le couloir de l'hôpital. Comment as-tu pu faire une chose pareille? C'était un accident, Marina, répondit Ricardo. Crois-tu que je ferais quelque chose qui pourrait blesser mes propres filles? L'indignation forcée dans sa voix ne parvenait pas à cacher sa culpabilité.
Marina se mit à pleurer de façon incontrôlable. Où sont-ils maintenant? Les pompiers les ont-ils trouvés? Avez-vous appelé la police? J'ai une équipe de recherche privée, répondit rapidement Ricardo, des professionnels très compétents. Je ne voulais pas encore impliquer la police, pour éviter les complications. Des complications? Cria Marina. Mes filles ont disparu, et vous vous inquiétez des complications. Je reviens tout de suite. Non, Marina interrompit Ricardo, il vaut mieux que tu restes là-bas et que tu t'occupes de ta mère. Je m'occupe de tout ici. Dès qu'il y aura du nouveau, je t'appellerai. Marina avait déjà raccroché. Ses mains tremblaient tandis qu'elle rangeait rapidement ses affaires. Carla l'observait avec une inquiétude croissante. La bataille pour la sécurité d'Anna Clara et d'Anna Luia allait commencer, et Antonio était déterminé à la remporter. Avec Trovao à ses côtés et la certitude que Joao apporterait une aide officielle, le pêcheur se prépara à l'affrontement qui pourrait déterminer le sort des deux enfants qui occupaient déjà une place spéciale dans son cœur. Antonio s'approcha de sa maison tel un intrus, se déplaçant silencieusement parmi les arbres. Par la fenêtre, il aperçut 4 hommes dans son salon, ainsi qu'Anna Clara et Anna Luia assises sur le canapé, enlacées, visiblement effrayées. La vue des filles terrifiées éveilla une fureur protectrice qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. « Les filles, vous allez nous dire où est l'homme qui habite ici, dit le chef du groupe, accroupi devant les jumeaux. Il vous cache peut-être, et c'est très dangereux. Oncle Antonio est bon, répondit Anna Clara d'une voix craintive mais courageuse. Il nous a sauvés de l'eau. Sauvés des eaux. L'homme échangea un regard entendu avec ses compagnons. Alors, vous vous souvenez de ce qui s'est passé dans la rivière? Anna Luia hocha lentement la tête. Papa est parti et nous a laissés dans le bateau qui prenait l'eau. On a crié, mais il n'est pas revenu. Le silence qui suivit fut tendu, les hommes ne s'attendaient visiblement pas à ce que les filles puissent exprimer aussi clairement ce qui s'était passé. Il était clair que Richard avait sous-estimé la capacité de ses filles à comprendre et à raconter la situation. Le cheval blanc nous a sauvés, ajouta Anna Clara en désignant la fenêtre d'où l'on pouvait apercevoir Tonnerre au loin. Il a traversé l'eau à la nage et nous a ramenés sur la terre ferme. Antonio s'est rendu compte que les hommes devenaient nerveux à cause des révélations des filles, elles étaient des témoins vivants d'une tentative de meurtre, et leur souvenir clair de l'abandon de leur père représentait une réelle menace pour Ricardo. Où est cet homme qui vit ici? A insisté un autre homme de main, visiblement à bout de patience. Nous ne savons pas, répondit Anna Luia, et c'était vrai, les filles ne savaient pas où Antonio était allé. À cet instant, Antonio décida d'agir. Il ne pouvait pas laisser ces hommes continuer à brutaliser 2 enfants sans défense chez lui. Il s'approcha de la porte d'entrée, son fusil serré. « Sors de ma maison tout de suite !» cria Antonio en apparaissant dans l'embrasure de la porte, son arme pointée. Les hommes se retournèrent vivement, certains cherchant leurs propres armes. La tension dans la pièce devint explosive, Anna Clara et Anna Luia se recroquevillant encore davantage sur le canapé. « Calme-toi, mon vieux, dit le chef en levant lentement les mains. On veut juste parler des enfants. Tu parles après être entré sans autorisation sur ma propriété et avoir terrorisé 2 petites filles? Antonio garda son arme en main. Sors d'ici avant que j'appelle la police. La police est déjà en route, mentit-il, espérant que Joao avait réussi à contacter le commissaire. Monsieur, vous ne comprenez pas, tenta un autre homme de main. Ces enfants ont été enlevés à leurs parents, nous sommes là pour les ramener à leur famille. C'est un mensonge. Cria Anna Luia de manière inattendue. Papa est méchant, il nous a mis sur le bateau cassé et est parti. Tonton Antonio est bon, compléta Anna Clara. Il prend soin de nous. Les déclarations innocentes mais accablantes des filles ont complètement changé la donne. Il était impossible de continuer à prétendre qu'il s'agissait d'un sauvetage légitime alors que les victimes présumées elles-mêmes dénonçaient leur père et défendaient leur protecteur. À ce moment-là, Tonnerre apparut dans l'embrasure de la porte, derrière Antonio. Le cheval avait senti la tension et était venu vérifier la situation. Sa présence imposante et protectrice ajoutait un élément d'intimidation supplémentaire à la confrontation.
C'est le cheval qui nous a sauvés, s'exclama Anna Clara, trouvant du courage en présence de l'animal héroïque. Le chef des hommes de main comprit que la situation était devenue irrémédiablement compliquée. Les filles étaient des témoins trop précis, leurs souvenirs étaient trop détaillés. Il serait impossible de les emmener sans causer encore plus de problèmes à Ricardo. Ça ne va pas continuer comme ça, menaça-t-il en faisant signe aux autres de partir. On reviendra. J'attendrai. La prochaine fois, la police sera là aussi, répondit fermement Antonio. Les hommes sortirent lentement de la maison, l'air frustré et en colère. Antonio garda son arme pointée jusqu'à ce qu'ils montent dans leur véhicule et s'éloignent sur le chemin de terre. Lorsqu'elles furent enfin seules, Anna Clara et Ana Luisa coururent vers Antonio, lui serrant fort les jambes. Elle tremblait à la fois de peur et de soulagement. Oncle Antonio, c'étaient vraiment des hommes méchants, dit Ana Luisa en enfouissant son visage dans la jambe du pêcheur. Nous ne voulons plus les revoir, ajouta Anna Clara en pleurant doucement. Antonio s'agenouilla à la hauteur des filles et les serra tendrement dans ses bras. Ne vous inquiétez pas, mes petites. Je ne laisserai personne vous faire de mal, promis. Tonnerre s'approcha et toucha doucement chacune des filles du nez, comme pour les réconforter et leur réaffirmer sa protection. Le cheval était devenu plus qu'un animal de compagnie, il était le véritable gardien de la famille improvisée qui s'était formée dans cette simple maison. Antonio savait que ce ne serait pas la dernière tentative pour s'emparer des filles, mais il était désormais absolument certain d'être du bon côté. Anna Clara et Ana Luisa étaient victimes d'une monstruosité qu'ils ne permettraient jamais. La guerre pour la sécurité des jumelles avait officiellement commencé, et Antonio était prêt à se battre jusqu'au bout. 2 heures après l'affrontement, le son des sirènes résonnait dans la zone isolée. Joao avait réussi à contacter non seulement le chef de la police, mais aussi une équipe des services sociaux et un enquêteur spécialisé dans les crimes contre les enfants. La caravane de véhicules officiels qui s'approchait du domicile d'Antonio apportait à la fois soulagement et appréhension. Marina avait passé la nuit précédente à enquêter seule. Après avoir confronté Ricardo aux incohérences de son récit, elle a décidé de se rendre sur les lieux de l'accident présumé. C'est laquelle a retrouvé les policiers alertés par Joao et appris l'existence de 2 jeunes filles secourues par un pêcheur local. Elle était maintenant assise dans le modeste salon d'Antonio, regardant ses filles pour la première fois depuis une semaine. Anna Clara et Ana Luisa la reconnurent immédiatement et se précipitèrent dans ses bras en poussant des cris de joie et de soulagement. « Maman, maman !» crièrent les jumeaux à l'unisson, s'accrochant à Marina comme s'ils avaient peur qu'elle disparaisse à nouveau. « Mes petites princesses !» murmura Marina en embrassant leurs petits visages baignés de larmes. « Maman est là, tout ira bien. » La chef de police Carla Santos, cinquantenaire et mère de 3 enfants, a assisté à la réunion de famille avec une émotion contenue. Elle avait été confrontée à de nombreux cas difficiles au cours de sa carrière, mais la situation des jumelles l'a particulièrement touchée. « Madame Marina, » dit doucement le chef de la police, « je dois parler aux filles de ce qui s'est passé. Je sais que c'est difficile, mais c'est nécessaire pour assurer leur sécurité. » Marina sentit une oppression dans sa poitrine, son instinct maternel lui donnait envie de protéger ses filles de tout nouvel interrogatoire. « Elles savent parler » assura Carla Santos. « Ce sont des filles intelligentes. » Le délégué s'est agenouillé devant Anna Clara et Ana Luisa, qui sont restées collées à leur mère, mais ont regardé avec curiosité la femme en uniforme. « Bonjour les filles. Je suis tante Carla de la police. Pouvez-vous me raconter ce qui s'est passé le jour de la sortie en bateau ?» Ana Luisa, toujours la plus observatrice, regarda sa mère pour obtenir son approbation. Marina hocha la tête de manière encourageante. « Papa nous a emmenés dans un endroit avec des arbres et une rivière, commença lentement Ana Luisa. Il nous a mis dans un bateau moche et nous a poussés. »« Et où est allé papa quand il a poussé le bateau ?» demanda prudemment le policier. « Il est parti dans la grande voiture, répondit Anna Clara. Nous avons crié, papa, papa, mais il n'est pas revenu. L'eau entrait dans le bateau par les petits trous, continua Ana Luisa. Nous avions très peur. » Marina sentit les larmes couler sur son visage en écoutant le récit simple mais bouleversant de ses filles. La réalité de ce que Ricardo avait tenté de faire était encore plus horrible,
à travers les paroles innocentes des filles. « Et qui vous a aidé » demanda le délégué. La bataille pour la sécurité d'Anna Clara et d'Anna Luia allait commencer, et Antonio était déterminé à la remporter. Avec Trovao à ses côtés et la certitude que Joao apporterait une aide officielle, le pêcheur se prépara à l'affrontement qui pourrait déterminer le sort des deux enfants qui occupaient déjà une place spéciale dans son cœur. Antonio s'approcha de sa maison tel un intrus, se déplaçant silencieusement parmi les arbres. Par la fenêtre, il aperçut 4 hommes dans son salon, ainsi qu'Anna Clara et Anna Luia assises sur le canapé, enlacées, visiblement effrayées. La vue des filles terrifiées éveilla une fureur protectrice qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. « Les filles, vous allez nous dire où est l'homme qui habite ici, dit le chef du groupe, accroupi devant les jumeaux. Il vous cache peut-être, et c'est très dangereux. Oncle Antonio est bon, répondit Anna Clara d'une voix craintive mais courageuse. Il nous a sauvés de l'eau. Sauvés des eaux. L'homme échangea un regard entendu avec ses compagnons. Alors, vous vous souvenez de ce qui s'est passé dans la rivière? Anna Luia hocha lentement la tête. Papa est parti et nous a laissés dans le bateau qui prenait l'eau. On a crié, mais il n'est pas revenu. Le silence qui suivit fut tendu, les hommes ne s'attendaient visiblement pas à ce que les filles puissent exprimer aussi clairement ce qui s'était passé. Il était clair que Richard avait sous-estimé la capacité de ses filles à comprendre et à raconter la situation. Le cheval blanc nous a sauvés, ajouta Anna Clara en désignant la fenêtre d'où l'on pouvait apercevoir Tonnerre au loin. Il a traversé l'eau à la nage et nous a ramenés sur la terre ferme. Antonio s'est rendu compte que les hommes devenaient nerveux à cause des révélations des filles, elles étaient des témoins vivants d'une tentative de meurtre, et leur souvenir clair de l'abandon de leur père représentait une réelle menace pour Ricardo. « Où est cet homme qui vit ici » a insisté un autre homme de main, visiblement à bout de patience. « Nous ne savons pas, répondit Anna Luia, et c'était vrai, les filles ne savaient pas où Antonio était allé. À cet instant, Antonio décida d'agir. Il ne pouvait pas laisser ces hommes continuer à brutaliser 2 enfants sans défense chez lui. Il s'approcha de la porte d'entrée, son fusil serré. « Sors de ma maison tout de suite !» cria Antonio en apparaissant dans l'embrasure de la porte, son arme pointée. Les hommes se retournèrent vivement, certains cherchant leurs propres armes. La tension dans la pièce devint explosive, Anna Clara et Anna Luia se recroquevillant encore davantage sur le canapé. « Calme-toi, mon vieux, dit le chef en levant lentement les mains. On veut juste parler des enfants. Tu parles après être entré sans autorisation sur ma propriété et avoir terrorisé 2 petites filles ? Antonio garda son arme en main. Sors d'ici avant que j'appelle la police. La police est déjà en route, mentit-il, espérant que Joao avait réussi à contacter le commissaire. Monsieur, vous ne comprenez pas, tenta un autre homme de main. Ces enfants ont été enlevés à leurs parents, nous sommes là pour les ramener à leur famille. C'est un mensonge. Cria Anna Luia de manière inattendue. Papa est méchant, il nous a mis sur le bateau cassé et est parti. Tonton Antonio est bon, compléta Anna Clara. Il prend soin de nous. Les déclarations innocentes mais accablantes des filles ont complètement changé la donne. Il était impossible de continuer à prétendre qu'il s'agissait d'un sauvetage légitime alors que les victimes présumées elles-mêmes dénonçaient leur père et défendaient leur protecteur. À ce moment-là, Tonnerre apparut dans l'embrasure de la porte, derrière Antonio. Le cheval avait senti la tension et était venu vérifier la situation. Sa présence imposante et protectrice ajoutait un élément d'intimidation supplémentaire à la confrontation. « C'est le cheval qui nous a sauvés » s'exclama Anna Clara, trouvant du courage en présence de l'animal héroïque. Le chef des hommes de main comprit que la situation était devenue irrémédiablement compliquée. Les filles étaient des témoins trop précis, leurs souvenirs étaient trop détaillés. Il serait impossible de les emmener sans causer encore plus de problèmes à Ricardo. « Ça ne va pas continuer comme ça », menaça-t-il en faisant signe aux autres de partir. « On reviendra. J'attendrai. La prochaine fois, la police sera là aussi, répondit fermement Antonio. Les hommes sortirent lentement de la maison, l'air frustré et en colère. Antonio garda son arme pointée jusqu'à ce qu'ils montent dans leur véhicule et s'éloignent sur le chemin de terre.
Lorsqu'elles furent enfin seules, Anna Clara et Anna Luia coururent vers Antonio, lui serrant fort les jambes. Elle tremblait à la fois de peur et de soulagement. « Oncle Antonio, c'étaient vraiment des hommes méchants » dit Anna Luia en enfouissant son visage dans la jambe du pêcheur. « Nous ne voulons plus les revoir » ajouta Anna Clara en pleurant doucement. Antonio s'agenouilla à la hauteur des filles et les serra tendrement dans ses bras. « Ne vous inquiétez pas, mes petites. Je ne laisserai personne vous faire de mal, promis. » Tonnerre s'approcha et toucha doucement chacune des filles du nez, comme pour les réconforter et leur réaffirmer sa protection. Le cheval était devenu plus qu'un animal de compagnie, il était le véritable gardien de la famille improvisée qui s'était formée dans cette simple maison. Antonio savait que ce ne serait pas la dernière tentative pour s'emparer des filles, mais il était désormais absolument certain d'être du bon côté. Anna Clara et Anna Luia étaient victimes d'une monstruosité qu'ils ne permettraient jamais. La guerre pour la sécurité des jumelles avait officiellement commencé, et Antonio était prêt à se battre jusqu'au bout. 2 heures après l'affrontement, le son des sirènes résonnait dans la zone isolée. Joao avait réussi à contacter non seulement le chef de la police, mais aussi une équipe des services sociaux et un enquêteur spécialisé dans les crimes contre les enfants. La caravane de véhicules officiels qui s'approchait du domicile d'Antonio apportait à la fois soulagement et appréhension. Marina avait passé la nuit précédente à enquêter seule. Après avoir confronté Ricardo aux incohérences de son récit, elle a décidé de se rendre sur les lieux de l'accident présumé. C'est là qu'elle a retrouvé les policiers alertés par Joao et appris l'existence de 2 jeunes filles secourues par un pêcheur local. Elle était maintenant assise dans le modeste salon d'Antonio, regardant ses filles pour la première fois depuis une semaine. Anna Clara et Anna Luia la reconnurent immédiatement et se précipitèrent dans ses bras en poussant des cris de joie et de soulagement. « Maman, maman !» crièrent les jumeaux à l'unisson, s'accrochant à Marina comme s'ils avaient peur qu'elle disparaisse à nouveau. « Mes petites princesses » murmura Marina en embrassant leurs petits visages baignés de larmes. « Maman est là, tout ira bien. » La chef de police Carla Santos, cinquantenaire et mère de 3 enfants, a assisté à la réunion de famille avec une émotion contenue. Elle avait été confrontée à de nombreux cas difficiles au cours de sa carrière, mais la situation des jumelles l'a particulièrement touchée. « Madame Marina, » dit doucement le chef de la police, « je dois parler aux filles de ce qui s'est passé. Je sais que c'est difficile, mais c'est nécessaire pour assurer leur sécurité. » Marina sentit une oppression dans sa poitrine, son instinct maternel lui donnait envie de protéger ses filles de tout nouvel interrogatoire. « Elles savent parler » assura Carla Santos. « Ce sont des filles intelligentes. » Le délégué s'est agenouillé devant Anna Clara et Anna Luia, qui sont restées collées à leur mère, mais ont regardé avec curiosité la femme en uniforme. « Bonjour les filles. Je suis tante Carla de la police. Pouvez-vous me raconter ce qui s'est passé le jour de la sortie en bateau ?» Anna Luia, toujours la plus observatrice, regarda sa mère pour obtenir son approbation. Marina hocha la tête de manière encourageante. « Papa nous a emmenés dans un endroit avec des arbres et une rivière » commença lentement Anna Luia. « Il nous a mis dans un bateau moche et nous a poussés. »« Et où est allé papa quand il a poussé le bateau ?» demanda prudemment le policier. « Il est parti dans la grande voiture » répondit Anna Clara. « Nous avons crié « Papa, papa », mais il n'est pas revenu. L'eau entrait dans le bateau par les petits trous » continua Anna Luia. « Nous avions très peur. » Marina sentit les larmes couler sur son visage en écoutant le récit simple mais bouleversant de ses filles. La réalité de ce que Ricardo avait tenté de faire était encore plus horrible, à travers les paroles innocentes des filles. « Et qui vous a aidé ?» demanda le délégué. « Tonnerre » s'exclamèrent-ils tous deux en désignant le cheval qui restait près de la fenêtre. « Thunder est mon cheval » expliqua Antonio, resté respectueusement silencieux pendant l'interrogatoire. Il a vu les filles en danger et a nagé jusqu'au bateau pour les sauver. Le policier a pris des notes détaillées, documentant chaque aspect de l'histoire. La clarté des souvenirs des filles, malgré leur jeune âge, a fourni des preuves solides contre Ricardo. « Monsieur Antonio » dit le délégué, « avez-vous eu des contacts avec le père des filles avant l'incident ?» « Oui » confirma Antonio.
Il est venu ici il y a 2 semaines pour acheter un vieux bateau que j'avais. Un bateau qui prenait l'eau et qui ne servait à rien. Il m'a proposé 3 fois sa valeur, et j'ai trouvé ça bizarre. Beaucoup, murmura Antonio, la voix pleine de dégoût. Je lui ai dit que le bateau n'était même pas adapté à la pêche, mais il a insisté, disant qu'il voulait le restaurer pour son hobby. Marina l'interrompit, la voix pleine de douleur et de colère. Il a tout planifié. 2 semaines de planification pour tuer nos propres filles. Le délégué s'est tourné vers Marina. Madame, nous aurons besoin de votre déclaration complète sur le comportement récent du père des filles, en particulier sur les motivations possibles. Marina prit une profonde inspiration, organisant ses pensées. Ricardo s'est marié il y a 6 mois avec une femme de la haute société, Vivian. Elle a toujours clairement fait savoir qu'elle n'acceptait pas les filles, qu'elles étaient un fardeau du passé. Récemment, il était très stressé, disant qu'il devait faire des choix difficiles, les filles gênaient sa nouvelle vie. Antonio hocha la tête, la voix pleine de répulsion. Et la prochaine fois, ils n'accepteront pas un non comme réponse. À ce moment précis, Anna Clara se leva des genoux de sa mère et se dirigea vers Antonio. À 4 ans, elle ne comprenait pas encore pleinement les implications juridiques de la situation, mais il savait reconnaître la gentillesse. Oncle Antonio, dit-elle en prenant la grande main calleuse du pêcheur, continueras-tu à prendre soin de nous? Cette question innocente toucha tous les présents. Antonio s'agenouilla au niveau de la fille, ses émotions prenant presque le dessus sur sa petite voix. Ta maman est là. C'est elle qui prendra soin de toi, répondit-il tendrement. Mais peux-tu être notre grand-père? Demanda Analuia, se joignant à la conversation. Nous n'avons pas de grand-père. Marina regarda Antonio avec une profonde gratitude. Monsieur Antonio, je ne sais comment vous remercier pour ce que vous avez fait pour mes filles. Vous leur avez littéralement sauvé la vie. Ce n'était pas seulement moi, dit Antonio en regardant Thunder. C'était surtout lui. C'est Thunder qui mérite le plus de reconnaissance pour le sauvetage. La policière referma son carnet, satisfaite des preuves recueillies. Nous avons suffisamment d'éléments pour arrêter Ricardo Montero immédiatement. Tentative d'homicide qualifié sur mineur dont il avait la garde. Marina serra ses filles plus fort dans ses bras, s'autorisant enfin à ressentir du soulagement. La vérité avait été révélée, les filles étaient saines et sauves, et l'homme qui avait tenté de détruire leur vie innocente allait enfin subir les conséquences de ses actes monstrueux. Le terrible voyage était terminé, mais une nouvelle histoire de famille, de protection et de véritable amour ne faisait que commencer. 3 jours plus tard, Ricardo Montero était retrouvé dans son luxueux bureau, tentant de détruire des documents prouvant qu'il avait acheté le bateau qui prenait l'eau. Son arrestation fut rapide et efficace. À l'arrivée de la police, il était au téléphone avec Vivian, préparant un voyage international pour oublier la tragédie de ses filles disparues. Au tribunal, 2 semaines après son arrestation, Ricardo a finalement dû assumer les conséquences de ses actes. Marina était présente, tout comme Antonio, cité comme témoin principal. Anna Clara et Analuia ont bénéficié de l'assistance d'un psychologue pour enfants pendant le procès, mais leurs déclarations enregistrées ont été présentées comme des preuves cruciales. Le procureur, un homme expérimenté du nom de Dr Enrique Moura, a présenté l'affaire avec une précision clinique. Messieurs les jurés, nous sommes confrontés à l'un des crimes les plus odieux que ce tribunal ait jamais jugé, un père qui a délibérément tenté d'assassiner ses propres filles de 4 ans. Les preuves étaient accablantes, le témoignage d'Antonio sur l'achat suspect du bateau, les déclarations des filles sur l'abandon, les relevés téléphoniques montrant que Ricardo n'avait pas appelé les autorités et, surtout, le témoignage de Marina sur la pression exercée par Vivian pour résoudre le problème des enfants. Quand son tour est venu de témoigner, Ricardo a tenté de s'en tenir à sa version initiale. C'était un terrible accident. Je ne ferai jamais de mal à mes filles. Mais le procureur était préparé. Monsieur Montero, pourquoi avez-vous acheté un bateau qui fuyait? Pourquoi avez-vous payé 3 fois le prix du marché pour un bateau que le vendeur lui-même a déclaré sans valeur? Ricardo hésita, sa confiance vacillante. Je voulais le restaurer.
Restaurer un bateau dans lequel tu as mis tes filles le jour même de son achat, sans aucune réparation. Le silence de Ricardo était assourdissant. Marina a été appelée à témoigner et son émotion maîtrisée a impressionné tout le tribunal. Mes filles lui faisaient entièrement confiance. Quand Anna Luya m'a dit « Papa est parti et nous a abandonnés », elle n'a pas compris qu'il s'agissait d'une tentative de meurtre. Pour elle, c'était juste une confusion quant aux raisons du départ de son père. Antonio a également témoigné, sa simplicité et son honnêteté contrastant fortement avec les mensonges élaborés de Ricardo. Votre honneur, lorsque j'ai vendu ce bateau, je vous ai prévenu qu'il n'était pas adapté à la pêche. Aucune personne responsable ne mettrait jamais de jeunes enfants sur un bateau comme celui-là. Le moment le plus choquant du procès fut la diffusion des enregistrements des déclarations des filles. Leurs voix enfantines, innocentes mais claires, décrivant l'abandon de leur père, touchèrent profondément toutes les personnes présentes. Papa nous a fait monter sur le bateau et est parti. La voix d'Anna Clara résonna dans le silence de la salle. On a crié, mais il n'est pas revenu. Lorsque Vivian fut appelée à témoigner, son implication indirecte dans le crime devint évidente. Lors du contre-interrogatoire, elle admit avoir constamment insisté auprès de Ricardo pour qu'il résolve la situation avec ses bâtards, mais nie à connaître ses intentions précises. J'ai juste dit que je ne pouvais plus continuer à faire semblant d'accepter ses enfants, déclara-t-elle froidement. Les propos de Vivian ont provoqué une indignation visible au sein du jury et de la galerie. L'avocat de la défense a tenté d'argumenter que Ricardo avait souffert d'une dépression nerveuse due aux pressions sociales, mais les preuves de préméditation étaient irréfutables, l'achat anticipé du bateau qui prenait l'eau, la planification de 2 semaines, le choix d'un lieu isolé, tout indiquait un crime froidement calculé. Au dernier moment du procès, lorsque le juge lui a demandé si Ricardo avait quelque chose à dire, il a finalement cédé. En voyant Marina dans la galerie, il s'est souvenu des filles qu'il avait failli tuer, et l'ampleur de son acte l'a finalement frappé. Je ne sais pas ce qui m'a pris, a-t-il murmuré, les mains tremblantes. Quand je vois ce que j'ai failli faire. Anna Clara et Anna Luya sont innocentes, elles ne le méritaient pas. Il n'a pas pu terminer sa phrase et a fondu en larmes. Le juge, le docteur Roberto Silva, père de famille expérimenté, a prononcé une sentence sévère. Ricardo Montero, vous avez été reconnu coupable de tentative d'homicide qualifié sur mineur dont vous avez la charge. La préméditation et le sang-froid de vos actes rendent ce crime particulièrement répugnant. Je vous condamne à 20 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle pendant les 10 premières années. Marina éprouva un profond soulagement, mais aussi une profonde tristesse face à la destruction totale de sa famille. Ricardo avait perdu non seulement sa liberté, mais aussi toute chance d'entretenir une relation future avec ses filles. Vivian, accusée de culpabilité morale, vit son monde social s'effondrer, ses amis de la haute société s'éloignèrent, et elle perdit son mari et la position sociale qu'elle chérissait tant. À l'extérieur du palais de justice, Marina a serré dans ses bras Antonio, qui était devenu bien plus qu'un sauveur, il faisait désormais partie de la famille élargie qui s'était formée à travers la tragédie. Monsieur Antonio, dit-elle les larmes aux yeux, je ne pourrai jamais vous remercier assez pour ce que vous avez fait pour nous. Antonio répondit gentiment, ces filles ont aussi illuminé ma vie. C'est Dieu qui nous a mis sur le chemin l'un de l'autre. Justice avait été rendue, mais plus important que la punition était la certitude qu'Anna Clara et Anna Luya étaient enfin en sécurité, protégées par des personnes qui les aimaient vraiment. 6 mois après le procès, la vie sur les rives du fleuve São Miguel avait retrouvé un nouveau rythme, fait de paix et de bonheur. Marina avait emménagé dans une maison simple à seulement 500 mètres de la propriété d'Antonio, créant ainsi une famille élargie qui vivait en parfaite harmonie. Anna Clara et Anna Luya, maintenant âgées de 5 ans, couraient librement dans la région, leur rire résonnant dans la vallée comme une musique céleste. Le traumatisme de l'abandon de leur père s'était transformé, grâce à une thérapie infantile et à beaucoup d'amour, en un lointain souvenir qui ne définissait plus leur personnalité heureuse et confiante. En ce samedi matin ensoleillé, Antonio regardait les filles jouer dans le jardin pendant que Marina préparait le déjeuner. Trovao broutait tranquillement à côté des enfants, assumant toujours son rôle de gardien protecteur, mais cette fois avec décontraction et affection. Grand-père Antonio,
cria Anna Clara en courant vers le pêcheur. Regarde ce que j'ai dessiné. Elle tenait une feuille de papier avec un dessin coloré, 2 petites filles, un homme gentil, un cheval blanc et une rivière bleue. Il n'y avait aucune trace de tristesse ou de peur dans cette illustration, seulement de la joie et de la famille. C'est magnifique, princesse, dit Antonio en prenant la fille dans ses bras. Tu deviens une artiste très talentueuse. Anna Luia s'approcha, tenant une poupée de chiffon que Marina avait cousue spécialement pour elle. Grand-père, on peut aller se promener avec Trovao aujourd'hui? Bien sûr, répondit Antonio en souriant, mais d'abord, déjeunons avec maman. Le mot « grand-père » était venu naturellement quelques semaines après le déménagement. Les filles avaient besoin d'une figure paternelle positive dans leur vie, et Antonio a comblé ce vide naturellement. Marina a non seulement accepté, mais encouragé cette relation, reconnaissant que le pêcheur offrait à ses filles un amour stable et protecteur qu'elles n'avaient jamais connu. Pendant le déjeuner, à la simple table en bois qu'Antonio avait fabriquée de ses propres mains, Marina regardait ses filles discuter avec animation des oiseaux qu'elles avaient vus le matin, des poissons de la rivière et de leur projet de planter des fleurs dans le jardin. Marina, dit doucement Antonio, profitant d'un moment où les filles étaient distraites, j'ai reçu une lettre de l'assistante sociale hier. L'affaire est officiellement close. Les filles sont sous ta garde complète et permanente. Marina sentit des larmes de soulagement lui monter aux yeux. Je peux enfin respirer. Il n'y a plus aucune possibilité légale que quiconque essaie de me les enlever, confirma Antonio. Et tu sais que tu auras toujours une famille ici, parmi nous. Après le déjeuner, comme promis, Antonio la tonnerre pour une balade avec les filles. Elles avaient appris à monter ensemble sur ce cheval patient, qui semblait comprendre l'importance d'être particulièrement prudent avec ses petits passagers. La marche les a conduits au bord de la rivière, à l'endroit exact où tout avait commencé 6 mois plus tôt, mais maintenant, au lieu de la terreur et de l'abandon, l'endroit représentait le salut et un nouveau départ. Grand-père, dit Anna Clara en regardant l'eau couler calmement, la rivière est belle, n'est-ce pas? Très belle, ma petite, acquiesça Antonio, et sais-tu pourquoi? Parce que c'est ici que tu as trouvé une nouvelle famille, et que Tonnerre nous a sauvés. Anna Luia fit un signe de la main en caressant la crinière blanche du cheval. Marina, qui avait rejoint la chevauchée, observait la scène avec une profonde émotion. Ces filles avaient non seulement survécu à la plus terrible trahison qu'un enfant puisse subir, mais elles avaient trouvé quelque chose d'encore plus précieux, une famille fondée sur l'amour véritable, et non sur des obligations biologiques. Les filles, dit Marina en s'agenouillant à côté d'elle, vous savez que maman vous aime beaucoup, n'est-ce pas? Nous le savons, répondirent-ils à l'unisson en la serrant dans leurs bras. Et grand-père Antonio t'aime aussi, et Trovao aussi, cria Anna Clara, faisant rire tout le monde. À ce moment-là, Anna Luia posa une question qui révéla l'étonnante sagesse des enfants. Maman, pourquoi papa Ricardo est-il parti comme ça? Marina échangea un regard avec Antonio, qui l'encouragea du regard. Ils avaient discuté de la manière d'expliquer la situation de manière à ce que les filles puissent comprendre, sans ressentir de culpabilité ni de peur. Les filles, dit Marina doucement, parfois les adultes font de très mauvais choix. Papa Ricardo était perdu et il vous a blessé, mais ce n'était pas votre faute. Vous êtes des filles formidables et vous méritez d'être aimées. Maintenant, tu as des gens qui t'aiment vraiment, a ajouté Antonio, et tu ne seras plus jamais seul. Thunder, comme s'il comprenait la conversation, s'approcha des filles et toucha chacune d'elles doucement avec son museau, réaffirmant sa promesse silencieuse de protection éternelle. Alors que le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel de nuances dorées et roses, la famille de Fortune rentra chez elle. Anna Clara et Anna Luia chevauchaient fièrement Trovao, leur rire se mêlant au doux murmure du courant. Grand-père, dit Anna Clara en arrivant à la maison, demain, est-ce qu'on peut apprendre à Trovao à pêcher? Antonio éclata de rire en imaginant son cheval en train de pêcher. Je crois qu'il préférerait nous aider à pêcher, mon petit. Cette nuit-là, après que les filles se soient endormies dans leur petite chambre douillette, Marina et Antonio se sont assis sur le porche, regardant les étoiles briller sur le fleuve Pacifique. Antonio, dit Marina doucement, parfois je me dis que tout arrive pour une raison.
si Ricardo ne les avait pas. Trovao ne les avait pas sauvés, nous n'aurions jamais trouvé ce bonheur. Dieu écrit droit avec des lignes courbes, répondit Antonio, sa sagesse simple touchant le cœur de Marina. Les filles ont donné un sens à ma vie, et tu m'as apporté la famille dont j'ai toujours rêvé. À l'intérieur, Anna Clara et Ana Luisa dormaient paisiblement, rêvant de chevaux blancs, de rivières dorées et de grands-parents aimants. Le cauchemar de l'abandon s'était transformé en la bénédiction du véritable amour. Le fleuve São Miguel a continué son cours éternel, témoin silencieux de la façon dont l'eau qui avait presque été un instrument de tragédie était devenue un symbole de renouveau et d'espoir. Sur ses rives, une famille née de l'amour, et non du sang, prospérait en parfaite harmonie. Ana Clara et Ana Luisa avaient appris à nager dans ces mêmes eaux qui avaient failli les emporter, mais elles étaient désormais constamment accompagnées par le regard vigilant de Trovao et les bras près d'une famille qui les aimait inconditionnellement.